Salam alaikum à tous, j'enlève mes lunettes de vue. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Alors, dans cet épisode, petit épisode rapide, mais c'est l'actualité qui veut ça. J'ai été impressionné, là, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle, pas mal, même 2 semaines, c'est pas très vieux. C'est un projet d'outils de mobilité, de véhicules, de transport qui m'a interpellé. Et hier soir, alors que j'étais posé dans mon salon tranquille, j'ai regardé un petit peu. C'était pas une vidéo que j'avais prévu de faire, je voulais parler d'autre chose. Mais comme j'ai vu cette vidéo de présentation, c'était le lancement de ce véhicule, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va s'arrêter dessus. Alors, cette marque, c'est Canoo. Alors, on n'est peut-être pas fan du nom, mais ils ont le mérite de faire un design qui est quand même intéressant. Et qui m'a interpellé parce que je me rappelle, on avait fait une vidéo sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'Apple Car, enfin sur les rumeurs de l'Apple Car, on avait fait une vidéo dessus et c'était vraiment quelque chose où j'expliquais que voilà, j'étais plutôt déçu dans le design automobile. Donc voilà le véhicule dont on va parler et donc de la nouvelle sortie qu'ils ont fait, une espèce de petit truck. Petit 4x4, enfin c'est un truck quoi. D'ailleurs, son nom c'est Truck. Et donc vous pouvez regarder la vidéo pendant que je fais ma petite introduction. Et en fait, on avait dit, voilà, j'avais expliqué que dans l'automobile, j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'innovation, que c'était souvent la même chose. Et que justement, j'attendais un peu l'équivalent de l'iPhone, c'est-à-dire de l'avènement de l'iPhone dans le domaine de l'automobile, parce que on attendait ça dans le domaine de la téléphonie, on l'a eu, mais dans le domaine de l'automobile, je trouve que c'est encore assez pauvre. Alors on a des effets avec Tesla qui sort des véhicules intéressants, BMW il n'y a pas longtemps, ou c'était Volkswagen il n'y a pas longtemps a sorti aussi un véhicule intéressant, mais j'étais pas tombé sur un truc où je me suis dit tiens, ça vaut le coup d'en parler. Donc là, j'ai vu la vidéo et je suis un peu embêté. Alors, j'ai pas envie de passer pour le mec négatif, alors qu'il y a pas longtemps, j'étais en train de vous dire, il faudrait qu'il y ait de l'innovation, mais vous allez voir pourquoi. Donc, ils ont développé 2 concepts. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est une marque qui a été créée en 2017. Le CEO de cette marque, enfin c'est plusieurs associés, mais il y en a un qui m'a intéressé, c'est un vieux de BMW, ça faisait 30 ans qu'il bossait chez BMW dans la section technologie de BMW, et le mec il a été débauché, puis je crois qu'il a cofondé cette boîte, mais elle n'est pas vieille du tout, 2017. Donc on sait que dans l'automobile, par exemple, c'est vrai que l'ancienneté est gage de qualité, surtout dans l'électrique. Maintenant, Tesla, regardez, ils ont fait leur trou, franchement, ils ont fait des super bons véhicules, avec une finition approximative, mais quand même, ils ont fait des beaux véhicules, et pourtant, c'est pas une vieille marque. Donc il ne faut pas non plus être trop austère et trop vieillot dans l'idée en se disant ouais, c'est que des marques historiques qui peuvent innover. Non, c'est pas vrai. Donc, là, on ne sait pas d'où elle sort cette marque. Elle existe depuis 2017. Ils ont une ambition de développement qui est assez énorme entre le petit camion, le petit van, le truck, la voiture, etc. Alors, qui partagent une plateforme commune. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les véhicules ont la même plateforme électrique avec batterie, etc. Donc c'est intéressant, comme ça il y a une homogénéité, on travaille juste la, la, ben, l'élément d'utilité, c'est-à-dire on personnalise cette plateforme pour avoir différents types de véhicules. Donc je trouve ça intéressant. Moi je me rappelle quand on avait fait un projet à l'ENSI avec Renault, on était parti sur un principe un peu identique. Après nous on était plus allé vers le service, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien et puis c'est pas nouveau. Plein de constructeurs font exactement la même chose parce que c'est une économie de gain. On travaille un châssis, on travaille un système, on travaille un moteur, qu'il soit électrique ou thermique. Puis après, on duplique ça sur différentes plateformes qui viennent donner différents usages et différentes utilités. Donc là, on va parler de celui-là. Alors du Canoo qui est déjà sorti et après on va parler du truck, c'est-à-dire c'est à peu près l'équivalent mais version truck. Donc là on est dans le minivan. Alors
celui-là, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire, je ne l'ai vu qu'après, quand j'ai vu le truck, on va le voir, je me suis intéressé et j'ai vu celui-là. Mais on va s'arrêter d'abord sur celui-là parce que je le trouve intéressant. Donc, très ouvert, avec un design intéressant, cette espèce de lien. Ils ont repris leur logo avec cette espèce de plus dans lequel il manque un petit tiret. Mais voilà, on trouve ça intéressant. La lumière, c'est très stylé. Moi, je trouve le designer a fait un bon boulot. Par contre, on est vraiment sur un projet de style. Avec moi, on est limite dans le dream product. Alors, dans l'automobile, on parle de dream product quand on fait du design, quand on développe un véhicule qui n'a pas vraiment, d'ailleurs, qui n'a pas du tout pour objectif de sortir commercialement. Certains l'appellent prototype, nous, on l'appelle dans le monde du design dream product. C'est-à-dire, ça a vraiment un but de communication, tout simplement, pour montrer que la marque est capable de sortir des véhicules innovants, mais ça n'a absolument aucune réalité commerciale parce que toute la technologie embarquée est trop compliquée et ça reviendrait beaucoup trop cher de la standardiser et de la mettre sur une chaîne de production. Donc on récupère généralement 2-3 éléments du projet qui a été développé, du concept, et puis après on vient l'intégrer sur la série. Mais généralement, et là moi, ça m'a plutôt l'air d'être un dream product parce que déjà ça en France c'est absolument pas homologué ni au Maroc, on a besoin d'avoir des ceintures de sécurité à l'arrière, ils en ont que 2, mais tout le reste des passagers, parce qu'on est sur un type banquette, ça peut pas exister. Alors minibus je veux bien, mais enfin, c'est un peu complexe. Alors moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est pas d'arbre de direction. C'est-à-dire, si vous regardez, le véhicule n'a pas d'arbre de direction, c'est totalement électrique, parce qu'un arbre de direction est plongé dans le moteur, c'est mécanique, donc on ne peut pas avoir ce vide au niveau de la partie avant du véhicule. Alors, il faut faire confiance à l'électronique. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus confiance à ça, mais là, moi, je ne suis pas à l'aise. Alors après, c'est toujours pareil. Les boîtes automatiques, je suis suffisamment âgé pour savoir que les boîtes automatiques sont à peu près arrivées quand moi j'étais jeune. Je n'avais pas encore le permis, mais je les ai vues arriver. On entendait les parents dire « Ah, moi, j'achèterai jamais de boîte automatique, je reste en manuel parce que je veux que ce soit moi qui passe les vitesses. » Et finalement, regardez maintenant, la boîte automatique est totalement démocratisée. Ça a mis du temps, hein, ça a mis plus de 20 ans. Mais maintenant, elle est totalement démocratisée. Tout le monde, je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai conduit des véhicules, boîte auto, BMW. J'ai conduit une Mini Cooper S, même John Works en boîte automatique. Elles sont extrêmement bien réglées. On change de fonction sport, conduite normale. D'ailleurs, on économise de l'essence parce que, en fait, quand on conduit en manuel, souvent, on conduit en sous-régime ou en sous-régime. Donc là, le réglage des boîtes auto sont parfaits, mais de là à passer à l'arbre de direction électronique, ça me fait flipper parce que moi, je me dis autant on a l'accélérateur et le frein qui restent mécaniques. On accélère, on freine. Donc si jamais la boîte auto, elle part en vrille, on se dit je peux toujours freiner. Mais l'arbre de direction, imaginez, vous avez un bug ou voire même du piratage. Hein. Enfin, on peut se poser la question. Et puis tout d'un coup, tu tournes et ça va tout droit. Je sais pas. C'est vraiment... moi, c'est pas encore acquis. Après, on peut se poser la question. J'ai testé des véhicules à conduite automatique. Maintenant, ça se fait assez bien. C'est impressionnant. Au début, ça fait très bizarre. Mais on s'y habitue. Alors, est-ce que aussi la conduite avec un arbre de direction électronique, est-ce que ça, on s'y habituera? Je pense aussi, je sais pas. Après, c'est à voir. Maintenant, c'est intéressant. Mais moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est à l'avant, cette espèce d'avant totalement vitré. Alors, les mecs ont corrigé cette problématique parce que pour ceux qui ont le permis et qui conduisent et qui regardent cette vidéo, c'est très inconfortable de conduire avec un pare-brise qui va loin devant parce qu'on n'a absolument pas la sensation de la conduite, c'est-à-dire du confort de la conduite. Généralement, d'ailleurs c'est pour ça que les camions et tout ça sont assez proches, les bus, etc. Parce qu'on a besoin de vivre la route, de sentir la route. C'est vraiment une logique d'ergonomie. Et c'est pour ça que les pare-brises sont assez proches du conducteur, parce qu'on pourrait faire des grands pare-brises, mais c'est plutôt l'inverse. Sur le plan de l'ergonomie et de la sensation de conduite, mais on a plus l'impression, quitte à avoir un capot moteur assez long, c'est pas un problème, mais on a plus la sensation de tenir son véhicule et de comprendre
l'environnement autour de nous et donc de pouvoir en conséquence conduire confortablement. Dès qu'on a un pare-brise qui est projeté vers l'avant, moi je sais que par exemple Renault faisait ça avec la Renault Espace, etc., c'est assez inconfortable. C'est-à-dire c'est vraiment un coup à prendre. Mais il y a un élément supplémentaire qui est vraiment problématique, et là je passe sur le slide d'après, c'est ça, cette photo. Ce sont ces arceaux qui sont obligatoires parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire un verre totalement arrondi, sans avoir d'arceaux, totalement arrondi, sans avoir de déformation optique, parce que là on conduit, donc on n'a pas le droit d'avoir de la déformation optique. Donc avoir un verre en 3D, déformé en 3D, parce que c'est pas juste sur le plan, sur ce plan-là, mais on a aussi sur ce plan-là, donc la maîtrise d'un plan en 3D totalement déformé, alors ça coûte extrêmement cher à produire, premièrement. Deuxièmement, sur le plan optique, c'est un vrai problème. Et puis après, troisièmement, sur le plan de la sécurité. Parce que là, on a une surface vitrée qui est énorme. Si ça pète, vous avez un carton, ça pète. Je ne vous raconte pas la catastrophe. Donc même si on est sur du verre feuilleté qui n'explose pas, etc., les contraintes techniques sont énormes en termes de production. Donc là, ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Donc là, on est vraiment sur un souci technique qui est simple, c'est que ça n'existe pas. On ne peut pas faire un verre de cette dimension-là. Donc on a des arbres, des arceaux de sécurité qui sont obligatoires à la fois sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan de la production, c'est-à-dire de la fabrication, pour optimiser le coût de fabrication et pour faire quelque chose qui puisse être fabriqué. Et ça, c'est absolument insupportable quand on conduit. Parce que quand vous avez un arceau dans le champ de vision, mais ça vous bloque le champ de vision. Et là, il est tellement projeté en avant qu'un feu rouge, vous ne le voyez pas. Un piéton qui est placé à ce niveau-là, et j'exagère pas, on pourrait dire, ouais, Younes, t'exagères, t'es de mauvaise foi. Je vous promets que c'est impossible à conduire. Impossible à conduire. Vous avez un piéton à ce niveau-là qui traverse, vous ne le voyez pas. Vous démarrez, le piéton commence à passer, vous ne l'avez pas vu, le temps de freiner, boum, vous le prenez, le piéton. Alors, ils ont mis cette espèce d'élément vitré sur la partie inférieure. Alors, moi, je trouve ça bien. D'ailleurs, je trouve le côté hyper spacieux de l'intérieur, je le trouve très intéressant. Je veux dire, les mecs, ils ont un parti pris en termes de design d'intérieur qui est superbe. Le fait d'avoir mis ce bloc en verre sur la partie inférieure augmente la visibilité. Très bien. Bon, maintenant, on a des capteurs, on a des caméras. Je veux dire, t'as pas besoin de mettre ça. Tu mets une caméra, ça y est, tu le vois. Et par contre, tu ne peux pas corriger ce problème-là. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, moi, quand je vois ce genre de choses, je dis, oh là là, fausse bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça m'arrête. Ça m'arrête, ça m'empêche de vraiment profiter du véhicule. Alors après, il y a plein... Et puis pareil, là, les sièges où je me dis, ouais, bon, d'accord, mais ils n'ont pas pris en compte la problématique de la sécurité avec les ceintures de sécurité. Bon, ça peut être réglé. Allez, si on est dans un objectif de Dream Product, on se dit que finalement, ça peut être réglé. Et donc, je vous parlais justement de l'arbre de direction totalement électrique. Faut faire confiance. Bon, après, je pense que sur le plan de la sécurité, les mecs, ils ont dû le penser. Maintenant, sur le plan du design, c'est intéressant. Bon, de profil, regardez, il y a une photo où on le voit assez bien. De profil, je suis absolument pas fan. Si clairement, on a totalement la Volkswagen, le vieux combi de Volkswagen. Mais si vous regardez le vieux combi de Volkswagen, le pilote était vraiment en avant, quoi. Enfin, le conducteur, il était vraiment en avant. C'est-à-dire, il avait l'avantage d'avoir le véhicule qui était devant lui. Mais c'était pas non plus un véhicule hyper confortable à conduire. Bon. Et là, mais ça, ce véhicule est passé relativement inaperçu. On n'en a pas trop parlé. Peut-être c'était le côté petit minibus qui n'a pas plu. Et là, on est parti vraiment sur un véhicule qui a fait sensation, qui est celui-là, qui est le véhicule. Alors, c'est celui-là dont j'ai regardé la vidéo dernièrement sur YouTube hier soir, où le mec le présentait et présentait toute l'ingéniosité de ce véhicule. Alors, on a exactement le même problème d'arceau, on a exactement le même problème de confort de conduite et d'ergonomie de conduite. Pour moi, c'est absolument pas conduisible. Ce véhicule n'est absolument pas conduisible sur le plan ergonomique. C'est du style. C'est un véhicule de style. C'est un dream product. Ça peut faire rêver. Moi, je pense quasiment que ça n'a absolument aucune réalité commerciale. Je serais surpris d'ailleurs de le voir tel quel dans le commerce. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un produit de marketing et de communication, et d'ailleurs ça marche, regardez, on en parle, plutôt que vraiment un véhicule utilitaire. Parce que là, il se positionne comme véhicule utilitaire. Alors, c'est intéressant parce que les mecs, ils ont développé beaucoup
beaucoup de concepts de fonctionnalité et d'utilité avec un coffre arrière, enfin une remorque arrière qui s'agrandit, un coffre à l'avant, donc on perd la visibilité. Mais je vous dis, ça peut être corrigé par une caméra, mais on perd la visibilité. Alors déjà qu'on n'en avait pas une énorme avec ces deux arceaux, voilà, on perd encore plus en visibilité. Des trucs qui s'ouvrent de partout, des machins, on peut monter dessus pour accéder au coffre. Enfin, sectionner son coffre, des batteries. Alors le mec, il a fait toute une explication sur les batteries pour dire que ces batteries, c'était sensationnel, etc. Donc le mec, la vidéo, alors à part le fait qu'il se congratule pendant 20 minutes, la vidéo est un espèce de développé couché de toute la technologie embarquée et de toute la fonctionnalité du véhicule dans tous les sens. Hein. On se le prend en diagonale, en transversale. Enfin, le gars, il dit regardez, vous ouvrez ça, vous manipulez ça, etc., etc. Ça part dans tous les sens. Alors moi, en tant que designer, je me dis, tiens, c'est super intéressant. Oui, ils ont développé des concepts d'ergonomie. Regardez la tablette, vous l'ouvrez, ça fait une tablette. Le mec, il explique comme ça. Le gars, vous voulez faire un apéro, une fête où vous êtes électricien, enfin, ou menuisier, tac, vous mettez... Mais j'y crois pas une seconde. Pour moi, ça, c'est capillotracté à mort. On est vraiment sur un objet. Il y a beaucoup trop de mécanique. Je vous donne un exemple. L'idée du coffre qui se alors en termes de, vous pouvez le penser version camping, mais le coffre qui s'ouvre. Là, on l'a vu. Je l'ai vu sur cette image. Vous voyez, vous le voyez. Alors, je suis pas trop devant, donc ça va. Attends, je vais monter l'image. Voilà, vous le voyez. Alors, le développement technique. Le travail d'ingénieur pour faire que il le montre dans la vidéo, se développe et remonte pour faire un coffre totalement plat, pour augmenter la taille de rangement, c'est hyper complexe. C'est de l'ingénierie, c'est hyper complexe. On a un double fond. Alors, on a des problèmes de poids, des trucs, donc on perd en autonomie de batterie. Enfin, peu importe. Mais je veux dire, c'est hyper complexe. Demain, vous avez un mec qui recule, qui tape un mur. Vous avez un gars qui vous rentre dedans et ça arrive tout le temps. Ça ne fonctionne plus. Ce système ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous regarderez la vidéo pour pouvoir vraiment utiliser ce système. Il y a toute une mécanique qui est complexe. Vous pétez, vous déformez. L'arrière, ça y est, vous ne pouvez plus ouvrir votre truc. Donc, vous avez dépensé de l'argent en disant « Ouais, j'ai acheté un truc, tu vas voir le coffre ». Au bout de 3 mois, un mec vous rentre dedans, surtout si c'est un véhicule utilitaire, voire juste un véhicule, un 4x4, vous utilisez parce que vous avez besoin de transporter des trucs, vous abîmez cette fonctionnalité, vous avez perdu l'intérêt de l'objet. Et cette fonctionnalité, vous en avez partout. Donc, ça rajoute du poids, mais mécaniquement, c'est problématique. C'est-à-dire que chaque fois que vous rajoutez des éléments mécaniques comme ça, de modularité, vous complexifiez l'objet. Et c'est là où, par exemple, je vais parler de Tesla. Moi, pourquoi le Cybertruck, je le trouve énorme, et très intéressant, c'est que pour le coup, il ne ment pas. Il raconte la vérité. Moi, je vois, par exemple, tout à fait, et je terminerai là-dessus, après on fera juste un petit résumé, mais je terminerai là-dessus, je vois tout à fait, comment il s'appelle, là, le mec de Tesla, Elon Musk, dans la réunion. Ils parlent avec les mecs du design, ils font une réunion, ils parlent avec les mecs du design, du marketing, de la communication, les ingénieurs, etc. Et je vois tout à fait les mecs du marketing arriver et dire écoutez les gars, on a un problème, c'est-à-dire la marque a un rayonnement super, les clients aiment notre marque, on est vraiment positionné sur le plan de l'innovation, mais on a un problème, c'est que dans l'inconscient collectif, la voiture électrique est une voiture fragile. Et ça n'a pas de puissance, c'est-à-dire de puissance pas en termes de vitesse, c'est-à-dire parce qu'on sait que la voiture électrique, mais on associe souvent la voiture électrique aux petites voitures de golf, parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'on connaît les voitures électriques, beaucoup moins maintenant, mais quand même. Donc je vois le mec du marketing ou la nana du marketing arriver et dire, voilà, écoutez, on a un problème, c'est qu'on n'est pas identifié comme étant des véhicules solides, structurellement solide et fiable. Il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup d'électronique, donc les gens se disent oui mais moi je vais acheter ce véhicule, il va tomber en panne, il n'est pas fiable, machin. Manque de puissance. C'est pas quelque chose qui la voiture électrique c'est des petits moteurs, c'est souvent associé à l'idée que ouais mais si demain je dois je sais pas aller sur des routes un peu cabossées ou ce genre de truc, c'est fragile, ça va pas, la puissance n'est pas suffisante, c'est-à-dire le couple moteur, je parle plutôt de couple moteur que de puissance parce que sinon je vais faire une erreur, mais c'est pas suffisant, ça n'arrivera jamais à tenir un couple moteur suffisant, etc. Et là tu as Elon Musk qui a dit ouais non, alors à ce moment-là on fait Cybertruck.
Cybertruck. Et Cybertruck, c'est quoi? Ça répond à deux problématiques. C'est l'idée de la solidité. Donc le mec, il t'a fait un truc en aluminium. Bon, ça n'a pas marché quand il a présenté la vidéo parce qu'il a envoyé une boule de pétanque et ça a éclaté le verre. Mais moi, j'ai regardé où il explique. Et en fait, il l'a fait à plusieurs reprises et ça a fragilisé le truc, mais ça tient vraiment. C'est-à-dire après, ils ont refait des tests. Le verre, il explose pas si vous envoyez une boule de pétanque. Là, il balançait des grands coups de marteau, ça bougeait pas. Donc, ils ont voulu corriger cette idée en disant voilà, on va faire un truck. Donc déjà partir sur l'idée du 4x4, donc l'idée du couple moteur, de la capacité à pouvoir avoir une puissance. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où le mec, ils ont mis le Cybertruck et la Ford, qui est l'équivalent version thermique la plus puissante, et le Cybertruck a tiré le Ford pour montrer qu'en termes de couple moteur, c'était plus puissant. Donc ça a marché, ça a super bien marché. Donc tous les gens qui disaient oui, mais le moteur électrique, ça n'a pas de couple. Là, ça y est, il a réglé la problématique. Et puis après, l'idée de la solidité, pareil, c'est pour ça qu'il est parti sur un design très anguleux et qu'il n'a pas fait une voiture molle. C'était pour montrer ce caractère très, pas sportif, mais très solide, avec une architecture solide, avec visuellement solide, quelque chose qui donne cette idée-là. Donc le mec, il n'est pas allé plus loin finalement. Il a voulu répondre à deux objectifs: problème de solidité, problème de puissance et de couple. Et il a parfaitement répondu à cette problématique. C'est pour ça que ce véhicule est un véhicule très intéressant. Il n'a pas bombardé le véhicule de choses qui viennent se couvrir, se développer. Il a mis quelques petites fonctionnalités intéressantes, mais c'est tout. Alors que là, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors le véhicule en termes de design est intéressant, à part le problème de l'ergonomie, et ça je suis convaincu que c'est un très gros problème de l'ergonomie de conduite, parce que là c'est pas du tout confortable. Mais après le truc, je vous dis, regardez une vidéo, il se développe de partout et ça n'a aucune réalité commerciale pour moi, c'est très compliqué à mettre en œuvre, ça coûte hyper cher. Si au moins il était parti sur 2-3 bonnes idées, c'est-à-dire il dit voilà, moi je vais me concentrer sur 3 systèmes de modularité qui vont fonctionner et qui vont avoir un impact et dont je sais qu'il va y avoir un vrai impact à la fois sur le plan de l'ergonomie, de la fonctionnalité, donc du design, mais aussi sur le plan de l'impact que ça va avoir sur le consommateur final. Très bien, mais là, il est parti dans tous les sens, dans tous les sens. Et donc, j'ai plutôt tendance à faire plus confiance à Tesla, parce qu'ils ne m'ont pas menti, qu'à cette marque, qu'à nous, donc je connais pas vraiment, et dont la promesse est trop importante. Et moi, en tant que designer, je vois déjà pas mal d'erreurs. Ouais, des erreurs. Donc, je terminerai là-dessus. Donc, je ne cherche pas du tout ni à vous... c'est-à-dire, là, on est dans une discussion. L'idée, c'est de parler, c'est de sonner son avis. C'est que quand on voit un truc et qu'on est sceptique, après, moi, je serais content. Si demain, la marque, elle cartonne et qu'on se rend compte que le projet était top, je suis hyper content. Mais là, aujourd'hui, je le trouve pas top. Et ne serait-ce qu'à un seul niveau, là, qui est une réalité, parce que tout le problème de la mécanique, j'ai pas le véhicule devant moi, donc je peux pas vous dire, ouais, le coffre qui fait ci, qui fait ça, je peux pas le voir. Mais sur le plan purement ergonomique, avoir deux arceaux qui viennent devant le champ de vision, c'est atroce à conduire. Et ça, c'est acquis pour moi. Donc là, rien que ça me refroidit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on arrive un petit peu, pour conclure la discussion, à la problématique du design et de la réflexion du designer. C'est quand savoir s'arrêter pour ne pas proposer une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on développe un projet, un objet de design, une vraie création, on se pose toutes les questions et on a envie de répondre à toutes les problématiques, voire même d'en révéler de nouvelles qui n'ont pas encore été abordées, auxquelles on va répondre pour vraiment proposer un objet complet. Et pas uniquement sur le plan du style, l'ergonomie, la fonctionnalité, etc. Mais en fait, à un moment donné, et c'est là où le travail du design est lié à sa capacité à comprendre l'outil de production, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que le client voit l'objet en se disant « Waouh, ça a l'air top !» et puis après, dans l'usage de tous les jours, ils se disent mais c'est un calvaire ce truc-là. Parce que là, pour le coup, c'est contre-productif à mort. Donc moi, mon parti pris, c'est toujours de dire vous développez, on travaille sur une bonne idée, on travaille sur un concept, on travaille sur vraiment
une histoire qu'on veut raconter, des fonctionnalités qu'on veut amener, mais après on y répond de façon intelligente, de façon structurée, et surtout on ne déborde pas dans tous les sens. La bonne idée, c'est aussi savoir se concentrer sur un élément et y répondre parfaitement. Et quand je vois Tesla, même si on n'est pas sur le côté de l'ergonomie, de la fonctionnalité, etc., c'est-à-dire quand je parle d'ergonomie, je parle plus de fonctionnalité, il répond parfaitement aux deux problématiques qu'il a soulevées. Et pour ça, après, on adhère au design, on n'y adhère pas, mais il répond à la problématique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Là, je trouve que ça part dans tous les sens, même si en termes de style, je trouve le véhicule intéressant. Voilà, c'était ma petite vidéo sur ce sujet. On a fait quand même 25 minutes de vidéo, mais je pense que ça valait le coup parce que là, on a abordé beaucoup de notions du design. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos.